Bonjour à tous, bienvenue dans Overseas pour faire le point sur la sécurité privée et publique dans les DOM-TOM. Aujourd'hui, direction la Guyane, région française située en Amérique du Sud, proche du Brésil, à 7000 km de Paris, 9 heures d'avion, environ 294 000 habitants, et avec ses 83 000 km², eh bien, c'est le plus grand département français, 8 fois plus grand que le second, qui est la Gironde. La Guyane, bien évidemment, c'était Cayenne, bien sûr, le fameux bagne de papillons, interprété par Steve McQueen, mais c'est surtout aujourd'hui le centre spatial et la fusée Ariane, la forêt amazonienne qui couvre 96% de sa superficie, ces jaguars qui, eux, ne sont pas à essence. Et en termes de sécurité, eh bien, beaucoup de chantiers, dont ceux de l'immigration clandestine, de l'insécurité, liée entre autres aux 22% de chômeurs, de la protection des mines d'or à cause de l'orpaillage illégal, avec ce qu'on appelle là-bas les garimperos, les chercheurs d'or clandestins. 2300 militaires sont sur place, environ, entre autres, la police, la gendarmerie et la sécurité privée. Alors, quelles sont ces missions, celles de la sécurité publique? Comment travaillent-ils de concert? Le font-ils d'ailleurs? C'est ce qu'on va essayer de savoir avec mes deux invités. Un sur le plateau et un en direct de Guyane. Je vais commencer avec mon invité sur le plateau, le commandant David Gris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de News Sécurité. Vous êtes, vous, un très fin connaisseur de ce territoire de l'Outre-mer et vous êtes commandant d'unité opérationnelle et vous avez, pendant 6 ans, eh bien, été d'active en Guyane. Tout à fait. Et je présente votre livre que je vous recommande, Garimperos. C'est aux éditions Edilivre. Vous tapez Edilivre sur Internet, vous le commandez. Ça ne vaut que 20 € et ça va vous permettre de faire un voyage absolument extraordinaire en Guyane et puis au sein de ces opérations qui sont menées contre les garimperos dont on va parler tout à l'heure. Mon autre invité, lui, en direct de la Guyane, Yannick Brassier, bonjour. Oui, bonjour. Je rassure nos téléspectateurs, vous n'avez pas de problème de son, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de pluie en Guyane, on est en direct et c'est le son qu'on entend derrière vous. Vous êtes, vous, président de la société Protection Sécurité Fédérale, c'est ça ? Protection Sécurité Fédérale. Exactement, pardon. Ça fait une trentaine d'années que vous êtes dans le milieu de la sécurité privée ? 38 ans et à peu près 27 dans le domaine de la mine. C'est ça. Vous êtes spécialisé entre autres en sécurité et sûreté des sites sensibles type minier aurifère en forêt guyanaise, c'est ça? C'est exactement ça, des sites minières, des compagnies minières. Et vous faites également, je crois, de la formation d'agents de sécurité privée sur des sujets comme la malveillance, les incendies et les risques terroristes. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Alors, avant de développer ce sujet de la sécurité privée, justement, David, je reviens vers vous pour savoir votre expérience de 6 ans en Guyane. De quoi s'agissait-il exactement ? Écoutez, moi, j'étais intéressé déjà par la Guyane pour avoir fait un court séjour en gendarmerie mobile, comme beaucoup le font en gendarmerie mobile pour protéger cette fusée qui part de Kourou. Tous les 3 mois, il y a un escadron qui s'occupe de la protection de la fusée. Et donc, je suis tombé amoureux de la Guyane, de sa forêt, de ses personnes, et je me suis dit que j'aurais aimé refaire un séjour plus long, justement. Et c'est comme ça que je suis parti de 2011 à 2017 à Saint-Laurent-du-Maroni pour faire partie du GRIF, qui est un groupe de recherche et d'intervention en forêt, qui s'occupe de tout ce qui est crimes et délits, mais aussi recherche de personnes, avec différentes missions. Moi, je m'occupais de l'Ouest guyanais. D'accord. Alors, la délinquance en Guyane, selon les statistiques, est importante. Les violences physiques et la délinquance organisée seraient plus importantes en Guyane que partout ailleurs en France. C'est le cas, Yannick ? Oui, c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes d'insécurité dus à notre proximité avec la Sud-Amérique, toute l'Amérique du Sud. Ouais, le Brésil, le Suriname, le Brésil, justement. Le Suriname et plus.
C'est ça. Le Figaro écrivait récemment que la Guyane était gangrénée par la violence. Je crois qu'il y a un homicide par semaine. C'est extrêmement important. Pour vous donner un exemple, le nombre moyen de victimes d'homicide entre 2018 et 2020 pour 10 000 habitants, bien en France hexagonale, c'est 0,1. Mayotte, par exemple, c'est 0,5. Et Guyane, on est à 1,3. Donc c'est important. Quels sont les autres types de délinquance qu'on peut trouver sur place, Yannick? C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'imagine que ce qui est important, c'est l'immigration clandestine. Oui. Les cambriolages, bien sûr. Il y a les problèmes de drogue et de prostitution et de trafic d'armes. Oui, tous les trafics en tout genre. Et puis aussi, au niveau des trafics de stupéfiants, beaucoup de départ de la Guyane sur la métropole au niveau des stupéfiants, quoi. D'accord. Et alors, en plus, on peut rajouter derrière beaucoup de travail d'or clandestin, quoi. Beaucoup d'or qui fuit la Guyane à l'extérieur du pays. Tout à fait, on va en parler d'ici quelques instants. On va parler d'abord justement de la sécurité privée. Yannick Brassier, combien d'agents de sécurité travaillent pour votre entreprise? Alors moi, je suis une petite entreprise, on est une trentaine. Et il faut savoir qu'on a en Guyane environ un peu plus de 200 et quelques sociétés de sécurité. En 2013, on était à 400 sociétés de sécurité et au jour d'aujourd'hui, on est à environ un peu plus de 200. D'accord. On imagine que c'est tout type de société de sécurité privée. En termes de taille, il y a de l'unipersonnel. Et en termes de grosses entreprises, c'est quoi, une dizaine, une vingtaine? Oui, les plus grosses, elles tournent dans les peut-être 300, 400 personnes. Ça dépend, mais c'est varié exactement. Dans toutes ces entreprises, on a toutes les tailles. D'accord. Il s'agit essentiellement de surveillance humaine? Surveillance, gardiennage, oui, essentiellement. Oui. Donc la plus grande partie des marchés de sécurité privée là-bas sont liés à des besoins spécifiques en Guyane? Non, ils ne sont pas besoins spécifiques. Pour des besoins spécifiques, c'est comme pour la métropole, c'est le même fonctionnement. Les besoins sont les mêmes sur le territoire guyanais, quoi. D'accord. David Gris, quelles sont les missions de la sécurité publique là-bas, que ce soit police et gendarmerie? Écoutez, vous retrouvez toutes les missions de métropole, puisqu'on est en France, la PAF, concernant l'immigration, etc., mais aussi, on retrouve les sections de recherche, les brigades de recherche qui sont spécialisées dans les crimes et délits de voie publique. On retrouve aussi l'OCLAESP, qui est un office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et santé publique, puisqu'on est bien sûr dans un grand bassin naturel, une grande forêt, la forêt amazonienne. Et puis on trouve des unités plus spécifiques, qui s'occupent par exemple de leur paillage, puisque comme M. Brassier le disait, cela emmène aussi beaucoup de délinquance et de criminalité, puisque autour de ça, autour de l'or, va graviter la prostitution, le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, etc. Ça ajoute également la présence importante de l'armée. Alors l'armée est aussi présente parce que je rappelle qu'il y a le centre spatial à Kourou qui impacte aussi beaucoup de sécurité, des FAG, des forces armées guyanaises, mais aussi de gendarmes qui vont sécuriser les lancements. Ouais. Voilà. C'est un site sensible où on peut être amené à être confronté à beaucoup d'argent d'une part et à une extrême pauvreté d'autre part. C'est vrai. En termes de police et de gendarmerie, est-ce qu'il y a assez d'effectifs? On sait combien d'hommes sont sur place à l'année? À l'année, alors actuellement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on est entre 6 et 8 escadrons, je crois, de gendarmerie mobile qui viennent tous les 3 mois renforcer l'ensemble des gendarmes départementaux. Mais vous savez, on n'est jamais assez pour avoir une sécurité digne de ce nom. Plus on est, mieux c'est. Surtout sur un territoire aussi grand et qui est en grande partie occupé par la forêt amazonienne. Avec des frontières poreuses. En plus.
Effectivement. Justement, on va reparler de l'orpaillage. Hein. Yannick, vous nous en parliez il y a un instant, pour justement éclaircir pour nos téléspectateurs qui ne sauraient pas exactement ce que c'est. Et donc, l'orpaillage, il existe de façon illégale et légale. C'est l'exploitation des mines d'or. Donc, quand il est égal, c'est autorisé pour une certaine partie. Mais bien évidemment, il est complètement trusté par l'orpaillage illégal et des trafiquants qui pillent les mines d'or. Et c'est un véritable cancer économique et social que justement les FAG, les forces armées en Guyane, s'attachent à combattre, entre autres, puisque la surface aurifère est grande comme la Suisse. Donc c'est énorme. Et il y a donc 400 militaires, me semble-t-il, qui sont en permanence chargés de la contrôler. Et chaque année, on estime quand même à une dizaine de tonnes d'or l'exploitation clandestine en Guyane, contre seulement 2 tonnes d'or légales. Donc il y a plus ou moins 10 000 travailleurs clandestins qui seraient sur place, qui viennent du Brésil, du Suriname, pour exploiter des terres qui ne sont pas les leurs. Alors, en fait, bon, à 98%, ce sont des Brésiliens. Ils ont vu leur arrivée par le Brésil être confrontés à une grande vigilance de la part des autorités françaises, surtout du côté de l'Oyapock, de l'est de la Guyane. Donc, ils essayent de contourner via le Guyana et via le Suriname pour pouvoir rentrer par l'ouest. Donc ça, c'est les premières mesures. Mais essentiellement, c'est 98% des travailleurs brésiliens, des travailleurs qui sont extrêmement courageux, car ils peuvent ne pas manger et boire mais ne pas manger pendant 3 jours avant d'arriver sur des sites, être lourdement chargés, et ils vont marcher dans la jungle comme on la connaît, avec les animaux, avec les maladies, etc., de façon tout à fait rustique. Donc c'est un adversaire déjà redoutable sur le plan physique. D'accord. Et la complexité de la chose, c'est que c'est un État, ils viennent bizarrement d'un État pauvre du Brésil, qui est le Maranhão, qui s'appelle Maranhão, qui n'est pas un État qui jouxte tout de suite la Guyane. Il y en a un peu de l'État de l'Amapá, un peu de l'État du Pará, qui sont Macapá et Belém, qui sont les États limitrophes. Ouais. Mais c'est un État très pauvre, on leur vend la fièvre de l'or. Et là-bas, ils vont essayer, grâce à leur courage, en fait, d'exploiter au maximum les filons. Et avec tous les risques que ça comprend, et c'est extrêmement dur pour eux. Ouais. Parce que ce que vous m'expliquiez en préparant cette émission, c'est que pour l'exploitation légale, eh bien, il y a des espaces qui sont attribués légalement à des exploitants, mais ça, c'est une faible partie de l'exploitation totale. Oui, alors tout à fait. Et en Guyane, il y a aussi le parc amazonien, qui est un espace protégé pour la nature, qui est assez grand. Et bien sûr, on se rend compte que les orpailleurs les illégaux n'hésitent pas à venir exploiter ce territoire sensible. Alors le minier légal, lui, va demander une autorisation d'exploitation, c'est encadré, les mines sont encadrées juridiquement, encadrées légalement par l'ADEAL qui va donner ces autorisations, et ensuite vont sur le carré qui leur est imparti exploiter. Alors que le minier illégal, le garimperos, parce que le garimperos c'est le chercheur d'or, si vous voulez, donc on peut être garimperos légal ou garimperos illégal. D'accord. Mais ce qu'on appelle le garimperos, donc ce chercheur d'or clandestin, lui, va essayer d'avoir les miettes du légal, mais aussi exploiter là où c'est interdit aussi, et puis voilà. D'accord, donc les forces publiques essayent, tant bien que mal, de lutter contre cela, aussi bien sur terre que sur mer, que dans l'air. Voilà, alors... Exactement, suivant les moyens que l'on a. Alors en forêt, vous savez, quand vous survolez la forêt, eux aussi ne sont pas idiots. Ils arrivent par des systèmes de camouflage à masquer, par des systèmes de vigie aussi à nous démasquer avant qu'on arrive. Donc extrêmement difficile de les surprendre. Donc par les rivières, on arrive à remonter des rivières sur des kilomètres aussi, puis à sombrer. Mais il y a toujours ce système de vigie qui nous démasque. Et ça va être constamment un jeu entre le chat et la souris pour pouvoir les surprendre en activité de travail. Mais il existe plusieurs types d'orpaillage. Il y a tout d'abord l'orpaillage alluvionnaire, c'est-à-dire ils vont se mettre sur une rivière ou détourner la rivière ou
exploiter cette rivière pour, si vous voulez, pomper cette eau en le lançant sur de la terre qui vont ensuite filtrer pour avoir l'or. Il y a ensuite l'orpaillage primaire qui est là, comme on le connaît, nos anciennes mines de charbon, par exemple dans le nord de la France, où là, ils vont devoir creuser un trou, tomber sur le filon et ensuite parcourir le filon. Donc là, c'est avec la pioche. Et ensuite, on a un phénomène de barge, c'est-à-dire que c'est de l'orpaillage alluvionnaire, mais sur les rivières, où ils vont envoyer un plongeur, pomper avec des tuyaux en fait le gravier, qui vont filtrer ensuite sur leur barge, sur leur bateau en fait. Avec des moyens modernes ou rudimentaires? Alors c'est des moyens, ce sont si vous voulez des gros moteurs de camion, hein. On peut avoir des gros moteurs 6 cylindres avec la table de levée, etc. Alors c'est pour ça que j'explique dans ce livre concrètement en fait le cheminement de l'orpaillage, comment on extrait l'or, etc. Et ça c'était surtout à l'occasion des jeunes gendarmes ou des militaires qui vont se rendre pour la première fois en Guyane et qui ne soient pas surpris en se demandant comment on utilise le mercure, comment ils arrivent à extraire l'or, qu'est-ce que c'est qu'une table de levée, etc. En fait. Ça c'est le fil rouge de votre livre, c'est ça, hein. C'est une transmission de savoir, voilà, oui. D'accord. Yannick Brassier, alors justement, comment s'insère dans ce schéma de lutte contre l'orpaillage illégal la sécurité privée? Alors, dans un premier temps, la sécurité en Guyane ne fait pas grand-chose contre l'orpaillage illégal, puisque c'est le travail des forces de l'ordre de l'État. En ce qui me concerne, nous, plutôt, on sécurise plutôt les sites et on essaye de maintenir les clandestins en dehors des AEX ou des PER, hein, c'est-à-dire des terres qui sont attribuées aux miniers légaux. Donc là, c'est la seule chose que l'on peut faire, nous, à notre niveau, dans le cadre de la loi. Donc finalement, le continuum de sécurité qui rapprocherait la sécurité privée de la sécurité publique, justement pour que le privé épaule le public, n'est pas tant développé que ça en ce qui concerne ce chantier-là, en tout cas. En tous les cas, il n'est pas du tout développé à ce niveau-là. Par contre, il faut avoir de l'espoir, parce que si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on prenait l'avion, on passait par le poste de la PAF ou de la DICILEC à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des entreprises de sûreté, de sécurité qui font des inspections au filtrage des bagages, cabines et compagnie. Donc, je pense que de plus en plus, le métier de la sécurité se rapproche de façon à peut-être, il remplacera jamais les forces de l'ordre, mais à suppléer, à aider et à compléter le travail des forces de l'ordre, c'est-à-dire de façon à les libérer sur des missions qui sont beaucoup plus sur des missions sur lesquelles en ce moment ils ont peu d'effectifs à mettre. Donc je pense que d'ici quelques années, je pense que ça en chemin, c'est en train de se faire. Est-ce qu'il y a d'autres types de missions qui sont peut-être assez spécifiques à la Guyane, sur lesquelles la sécurité privée vient prêter main forte aux forces publiques? Dans un premier temps, non, pas pour l'instant. Je ne pense pas que cela existe pour l'instant, mais j'ai bon espoir que cela arrive un jour. Est-ce que vous avez quand même des échanges avec la sécurité publique, des échanges d'informations? Alors, bien sûr, on peut avoir des échanges d'informations. C'est surtout que des informations, elles vont que dans un sens. Quand on leur donne des informations, on n'en a pas en retour. Donc, ça marche que dans un sens. Et le problème, c'est que quand on donne des informations, on peut aussi se mettre en porte-à-faux. Ce qu'il faut savoir que l'État reste toujours régalien. Hein, et nous, on est privés. Donc, nous, on obéit, on suit aux ordres. Donc vous, l'essentiel de vos missions consiste en quoi en termes de société de sécurité privée? Alors moi, depuis plusieurs années, on m'appelait souvent pour sécuriser des sites qui étaient envahis par les clandestins. C'est-à-dire qu'on nous demandait de sécuriser les limites de la concession et de demander au personnel de partir, de sortir à l'extérieur. Puisque à l'extérieur, ça nous concernait plus, ça faisait partie du travail des forces de l'ordre. Donc on avait des missions, on avait un savoir-faire pour faire ces missions-là, toujours en respectant la réglementation de la légalité, mais en ayant très peu de pouvoir en fait. Donc on y arrivait en fait au bluff, hein. C'est-à-dire voilà, on leur demandait de partir, bon voilà,
on se présentait. Alors le fait d'être lusophone aussi, de connaître, de savoir comment ils travaillent, de connaître leur mentalité, ça nous a permis de pouvoir mettre en place des procédures de façon à ce que il n'y ait aucun accrochage vis-à-vis des miniers qui nous demandaient de faire ces missions-là, et puis vis-à-vis de l'État, et puis vis-à-vis de nos personnels aussi. Très peu de moyens, j'imagine que c'est également très peu de moyens matériels en termes d'armement, en termes de protection, bien évidemment, sachant que c'est un département quand même qui est extrêmement risqué. Hein. On a vu les taux, enfin les statistiques importantes d'homicides, donc il faut faire avec ça aussi. Exactement, il faut faire avec ça. Alors nous, pendant des années, nous avons travaillé armés avec, souvent en travaillant avec les autorisations préfectorales sous le code du CSI, mais vous savez que depuis 2018, la réglementation a changé, donc il a fallu, il y a des formations d'agents de sécurité renforcés armés ou des intervenants en sécurité armée qui se sont mis en place en 2020, alors que les décrets sont sortis en 2018. Les formations, les décrets sortent en 2018, les formations se mettent en place en 2020, il y a eu le Covid-19, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai 24 personnels qui ont été formés à Nouvelle Ère, formation, où j'ai formé des agents de sécurité renforcés armés. Et en ce moment, nous sommes en train de faire les demandes d'autorisation pour travailler armé, quoi. Donc vous voyez un petit peu le chien qui se mord la queue. On nous impose une législation, on nous met les formations 2 ans après, et après, avec le Covid, etc., 2 ans après, donc vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on est en 2022, on vient à peine de finir de former le personnel, rentrer dans un cadre légal. Et le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est que ce temps perdu, ça nous a empêché de prendre des clients qui avaient besoin, parce qu'on est obligé de respecter la réglementation. Et donc, il y a des clients qui se sont débrouillés tout seuls. Voilà. David Gris, justement, ce problème de continuum qui, on le sent, a du mal à se mettre en place en Guyane, vous l'avez ressenti également? Est-ce que vous, à l'époque où vous avez passé 6 années sur place, vous auriez peut-être eu effectivement besoin de ces échanges ou de ce travail peut-être un peu plus en commun avec la sécurité privée? Écoutez, la sécurité privée, nous, en tant que gendarmes, on ne les rencontrait que lorsqu'on allait sur les sites où, généralement, il y avait un gardien par mine, en fait. Et étant donné qu'ils n'ont pas le droit d'être armés sur les sites, généralement, il y avait quand même un fusil ou 2 qui traînaient, puisqu'en Guyane, on n'a pas besoin de permis de chasse oui. et de détention pour avoir un fusil de type Baïkal, par exemple. Donc, je pense que ce fusil devait peut-être intimider les braqueurs, mais au vu si vous voulez, de la personnalité des braqueurs, qui sont généralement des Brésiliens armés jusqu'aux dents, car ils s'échappent généralement des régiments de Manaus, d'anciens militaires, etc. C'était pas avec un fusil de chasse qu'on va les arrêter. Donc voilà, effectivement, nous... alors, ensuite, M. Brassier parlait de l'échange d'informations, que je comprends tout à fait, parce que on est toujours volontaire pour recevoir un maximum de renseignements. Nous-mêmes avons des agents de renseignement. L'agent de renseignement, d'ailleurs, je l'explique aussi dans le livre, c'est très difficile à avoir, parce que les garimpeiros étant particulièrement cruels sur les personnes qui les vendraient, par exemple, aux forces de l'ordre, vous comprendrez qu'on ne doit pas mettre non plus leur vie en danger. Alors, c'est-à-dire qu'ils peuvent se venger sur ceux qui les dénoncent. Tout à fait. Ils vengent, ils n'hésitent pas à se filmer, et à faire tourner, bien sûr, les vidéos pour ne pas être importunés et puis pour ne pas que ça se reproduise. Donc nous avions ces vidéos et voilà, heureusement, les agents d'enseignement doivent toujours rester très discrets et c'est vraiment quelque chose de vraiment très sensible. Alors, c'est sûr qu'on est toujours à même de recevoir du renseignement, d'en donner, on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, et là, c'est plus difficile pour nous, en fait, puisque l'enquête a commencé. À ce propos, Yannick, ça me fait penser de vous poser cette question, de savoir si il existe un marché de l'agent de protection de la personne, de garde du corps, en quelque sorte, en Guyane, pour les personnalités.
Non, pas que je sache, on n'a pas vraiment beaucoup de personnalités à protéger, hein. Donc le marché n'est pas très développé à ce niveau-là, au niveau de la protection rapprochée. D'accord. En termes de nouvelles technologies, par rapport à l'Hexagone, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de manques? On va parler déjà d'Internet, hein, pour la communication, mais en termes d'autres nouvelles technologies qui pourraient épauler la sécurité privée? Bah déjà, nous, on est en train de mettre en place des brigades cynophiles adaptées. On est en train de mettre aussi du drone. Donc oui, il y a de la technologie qu'on a en métropole qu'on peut adapter ici. Hein, après, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de problèmes au niveau des réseaux téléphoniques, réseaux radio, etc. On a pas mal de zones blanches au niveau, pareil que pour le téléphone. Et puis, quand on a du haut débit ici, Internet, eh ben, c'est du bas débit chez vous, quoi. A priori, des défibrillateurs, juste au-dessus de vous. Oui. Bien. Concernant ces statistiques de délinquance, aujourd'hui, est-ce que l'État a vraiment conscience du travail important qui reste à faire, justement pour diminuer, c'est lié bien évidemment au chômage, entre autres? Bah écoutez, au niveau en tout cas des parlementaires, je sais qu'il y a j'ai été entendu par l'Assemblée nationale, par une commission parlementaire sur l'orpaillage justement. C'était en septembre 2021, je crois, ou en fin d'été. Voilà, donc le sujet est sans cesse relancé. Je sais que les politiques, que ce soit de la part de la CTG, les députés ou sénateurs, sont tout le temps en train de klaxonner en l'État pour avoir plus de moyens, etc. Et qui dit plus de moyens, donc les résultats de la commission parlementaire a débloqué une enveloppe conséquente pour la lutte contre l'orpaillage illégal, notamment, qui sera transmise sous forme de rotation hélicoptère, sous forme de barrages plus conséquents sur les rivières d'approvisionnement et sûrement en humain. D'accord. Yannick, on est presque arrivé au terme de cette émission. Je voulais savoir si le marché de la sécurité privée allait se développer davantage en Guyane dans les années à venir. Est-ce qu'il y a encore des marchés à prendre? Est-ce que des grosses entreprises de sécurité privée peuvent encore se développer sur place? Oui, allô? Oui. Oui, m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, ça peut se faire, mais en fait, le marché il est déjà plein, avec 200 sociétés de sécurité de petite et moyenne envergure, pour 250, 270 000 personnes, voire un peu plus. Sur la Guyane, bon, on voit pas trop d'avenir pour des grosses sociétés. Surtout que la plupart des sociétés qui pourraient être intéressées, ce sont des sociétés qui travaillent en Afrique, qui travaillent avec des contracteurs, des choses comme ça. Il faut savoir que la Guyane, c'est pas l'Afrique. La Guyane, c'est un département français. On fait partie. On ne vous entend plus. D'ailleurs. Ouais, voilà. Pardon, ça a repris. M'entendez plus? Ça revient? Donc vous disiez la Guyane, ce n'est pas l'Afrique. La Guyane, ce n'est pas l'Afrique, c'est un département français à part entière, même si on est un petit peu à part entière, entièrement à part. Mais la législation, les lois, ce sont les mêmes qu'en France. Donc des gens qui veulent venir s'installer ici en Guyane pour dire oui, on a un truc en Amérique du Sud pour se la jouer. Il y a quelques-uns qui viennent ici, qui s'installent et puis qui ne travaillent pas forcément dans un cadre légal. C'est pas des contracteurs. Ici, il y a la réglementation française, le droit français doit être respecté. Et c'est la même réglementation que vous avez en métropole. D'accord. Et en termes de formation, c'est des choses aussi qui se développent. Est-ce que vous êtes nombreux à intégrer des formations au sein de vos entreprises? Alors oui, il y a quand même pas mal de formations dans le domaine de la sécurité privée, dans le domaine de la sécurité incendie. Donc oui, il y a de quoi faire. On en a besoin de toute façon en Guyane, on a besoin de former, et puis de recycler les gens, des entraîner. C'est le B.A.-ba du métier d'agent de sécurité, c'est d'apprendre son métier et puis de progresser, de s'améliorer et d'avoir de l'expérience pour être opérationnel. De rester toujours à la pointe, effectivement. Puis une formation un peu particulière du fait des conditions de travail en Guyane.
Voilà, donc là, pour tout ce qui est minier, c'est vraiment une formation particulière. C'est du haut niveau de formation qui donne aux agents de sécurité un niveau bac. Donc, c'est déjà autre chose qu'un CQP ou un CAP, quoi. C'est un autre niveau, même physiquement, c'est un autre niveau. Et ayant moi-même fait la formation à Nouvelle Ère en métropole, à Paris, je peux vous dire que c'est pas donné. Mais par contre, c'est très, très intéressant. Ça nous permet de professionnaliser, d'avoir des professionnels de la sécurité efficaces sur le terrain. Et ça, c'est important. C'est très important. À ce propos, peut-être pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous recherchez des agents qui souhaiteraient éventuellement se former davantage et dans ces spécificités-là? Alors oui, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de contrats qu'on n'a pas pu prendre par rapport à la réglementation. Vu qu'on est en train de faire tout le nécessaire, de tout mettre en règle, il est clair qu'on va recruter, on va embaucher du personnel sur la Guyane, puisque moi au jour d'aujourd'hui j'ai 24 agents formés, dont moi-même. Donc il est clair que sur les marchés qui attendent que je sois prêt au niveau de la réglementation, il va y avoir de l'embauche, oui, c'est clair. Après, il n'y aura pas des milliers non plus. Le marché est quand même assez serré. C'est serré. Dernière question pour vous, David Gris. Est-ce que cette lutte contre l'orpaillage illégal, finalement, c'est pas une lutte sans fin du fait, vous le disiez tout à l'heure, de ces frontières poreuses et de cette superficie immense à protéger? Écoutez, non, moi je pense pas, il faut être optimiste. Ouais. Optimiste, les lois peuvent changer. La coopération entre les pays peut être intensifiée parce que on connaît le Brésil qui finalement n'a que peu faire peut-être de son nord brésilien et la fuite de capitaux qui peut-être finalement les enrichit un peu puisque les comptoirs d'or brésiliens prennent 10% de ce qui va être vendu par les garimpeiros. Du côté Suriname, ils sortent d'une dictature du président Bouterse, donc faut voir maintenant si des accords peuvent être conclus entre ces deux pays. Alors ça c'est si tout le monde s'y met, tout le monde s'entraide main dans la main, on peut arriver à quelque chose. Ensuite, il y a toujours ce problème du mercure, car on sait que le mercure amalgame l'or, attire l'or. Donc, si on arrive à éradiquer le mercure, eh bien, on a calculé qu'on pourrait éradiquer environ jusqu'à 80% de leur production aurifère. D'accord. Et ce qui ce qui pousserait les garimpeiros à venir plus près des berges, puisqu'ils auraient moins d'argent à dépenser dans la contrebande de marchandises, en fait, parce que ça coûte très cher d'acheminer la marchandise au cœur de la Guyane, et ce serait plus facile pour les forces de l'ordre de les éradiquer. Donc voilà, il y a des solutions, mais il faut s'en donner la peine. La gendarmerie fait son maximum avec le personnel qu'elle a, et puis bien sûr en respectant les lois. Parce qu'on n'est pas non plus, on n'a pas les mêmes lois qu'au Brésil et au Suriname, où ils auraient la gâchette un peu plus facile. Nous, on ne l'a pas, ce n'est pas non plus dans nos convictions et nos traditions de tirer sur tout le monde. On a mis des siècles quand même à construire le code de procédure pénale, donc autant le respecter. Et puis voilà, donc il y a des solutions, on est optimiste, et puis oui, on y arrivera, oui. Et pourquoi pas, grâce à la sécurité privée aussi, grâce aux forces armées guyanaises qui sont sur le terrain. Toutes les aides sont bonnes à prendre. Merci beaucoup Yannick Brassier, toutes nos amitiés aux Guyanais. Merci à vous aussi, merci de votre invitation. J'étais ravi de vous avoir sur le plateau d'A News Sécurité. Merci beaucoup David Gris. Je rappelle et je conseille fortement votre livre si vous voulez prolonger l'aventure au sein de cette Guyane et de cette jungle. C'est passionnant, ça s'appelle Garimpeiros, c'est aux éditions Edilivre. Vous trouvez ça sur Internet pour la modique somme de 20 €. Ça coûte beaucoup moins cher que l'avion, que d'aller là-bas. Voilà, mais ça vaut le coup, franchement. Merci à tous, merci à Benjamin Souhaité à la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite pour un autre Overseas. En attendant, prenez soin de vous, ciao.